Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Cette semaine s'annonce sous le signe du climat, entre alerte météo, commémoration, migration climatique et quota d'émissions de CO2. Alors ce matin, j'accueille François Gemène, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur FNRS à l'ULiège et professeur à HEC Paris, membre du GIEC aussi. On ne vous présente presque plus. Ensemble, on va revenir sur les inondations de la Vesdre. Les hommages vont se succéder toute la semaine. Il y a 5 ans, des torrents d'eau, de boue et de pluie transformaient les vallées de l'Est du pays en enfer liquide. Après ces inondations, le 15 juillet est devenu une journée officielle de commémoration et de sensibilisation. Et c'est justement ce jour-là, mercredi, que la Commission européenne présentera une grande réforme du système des quotas de CO2. Et puis dans ce brief, on fera aussi le point sur la situation dans le détroit d'Ormuz, où les États-Unis et l'Iran ont intensifié les combats pendant le week-end. Je vous l'ai dit, du climat partout ou presque. Allez, on se lance. Je suis Julie Vilquet, bienvenue dans le brief. Le brief, l'invité du lundi. Alors François, je vous propose de commencer près de chez nous d'abord avec ce souvenir, ces 2 jours hors du temps en 2021 où l'eau a tout emporté, 39 morts, 100 000 sinistrés, des dégâts chiffrés pour une valeur de 5 milliards d'euros. Dès cet après-midi, un premier moment de commémoration est prévu à Chaudfontaine, d'autres suivront à Verviers, Esneux, Eupen, Liège, à la Chambre aussi. Donc François Gemène, dites-nous, est-ce que politiquement on a retenu les leçons de ces inondations ? Assez peu, et il faut reconnaître que globalement on retient assez peu les leçons des catastrophes en général. Je pense que le principal élément qui a évolué, c'est que nous avons davantage pris conscience de notre propre vulnérabilité aux aléas climatiques. Nous ne nous sentons plus immunisés face à ces aléas, et les canicules sont encore là pour le rappeler en ce moment. Mais par contre, globalement, on a tendance à reconstruire à l'identique. On n'a pas vraiment fait évoluer les normes d'urbanisme. Il y a encore énormément de gens qui habitent aujourd'hui en zone inondable. Et donc, quand même, la grande leçon que nous apprend l'histoire, c'est que nous n'apprenons pas grand-chose de l'histoire. Et du coup, qu'est-ce qui aurait pu changer, j'allais dire, pas tant dans les faits, dans les décisions, mais dans les politiques ? Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de planifier davantage l'adaptation du pays. Le climat de la Belgique est en train de changer. Ça veut dire que le climat pour lequel le pays a été conçu et organisé est en train de disparaître peu à peu et fait place à un nouveau climat. Donc ça veut dire qu'il va falloir réorganiser énormément de choses, notamment dans la manière dont les bâtiments, dont l'architecture, dont l'urbanisme sont conçus. Et ça, malheureusement, je crains que c'est un chantier que nous n'avons pas encore engagé. Alors plus largement dans le public, il y a quelques années, on avait ces grandes manifestations avec des milliers d'adolescents et de jeunes adultes toutes les semaines qui demandaient plus d'action climatique. Depuis le Covid, elles ont disparu. Est-ce que le sujet a lui aussi disparu, avec des guillemets, du débat public ? Est-ce qu'en fait ce n'est plus une préoccupation pour la population ? D'abord, je ne dirais pas que ces manifestations n'ont eu aucun effet. À mon sens, le pacte vert européen, le Green Deal, est quand même le résultat le plus tangible de ces manifestations. Je sais que souvent, beaucoup des jeunes manifestants ont l'impression qu'ils n'ont rien obtenu, que ces manifestations sont retombées comme un soufflet, mais je ne serais pas d'accord avec eux. Et à mon sens, il y a eu effectivement cette conséquence politique, le Green Deal, et puis surtout, le climat est entré de plein pied en démocratie, est devenu un vrai sujet de discussion politique, économique et sociale, et en quelque sorte a un peu quitté les pages sciences et technologies des journaux. Cela étant dit, force est de constater qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, ces sujets sont un peu passés au second plan des priorités et qu'on a l'impression que d'autres priorités se sont imposées dans le débat public, des priorités de compétitivité, de souveraineté, de pouvoir d'achat, priorités qui sont évidemment tout à fait légitimes, mais on a eu l'impression qu'effectivement, la transition était quelque chose qu'on pouvait engager en temps de paix et de prospérité, et que dès que la situation devenait un peu plus compliquée, il fallait la remettre à plus tard parce qu'elle était perçue comme une contrainte qu'on ne pouvait plus s'imposer en temps de crise. Je pense qu'il faut véritablement remettre en cause cette idée que la transition serait une contrainte. J'y vois au contraire un levier de pouvoir d'achat, un levier de compétitivité et aussi un levier de souveraineté pour l'Europe. Alors,
Alors à l'échelle européenne justement, mercredi ce sera la journée de commémoration des victimes climatiques. Cette journée et la date, le 15 juillet, ont justement été choisies après les inondations de 2021. Cette journée, elle doit servir, on l'a dit, à honorer la mémoire des victimes, mais elle doit aussi permettre de nous sensibiliser collectivement à ce qu'on peut faire pour limiter le dérèglement climatique. On parlait de la Belgique juste avant, vous avez déjà évoqué le Green Deal. Est-ce qu'il y a eu d'autres avancées ces 5 dernières années ? Oui, je pense qu'on est encore très en retard en matière d'adaptation, non seulement en Belgique, mais en Europe. En général, on voit encore la question de l'adaptation aux impacts du changement climatique comme un discours de renoncement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, comme une sorte de discours défaitiste, comme si on renonçait à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que les deux sont absolument complémentaires, qu'il faut à la fois baisser nos émissions et que c'est d'ailleurs dans l'intérêt de l'économie européenne et également nous adapter aux impacts du changement climatique. Les risques climatiques aujourd'hui doivent être compris comme de véritables risques économiques et financiers pour nos économies, pour nos entreprises. Il faut absolument faire les deux à la fois. Je pense qu'on a progressé en matière de décarbonation, pas suffisamment en matière d'adaptation. Les deux sont profondément complémentaires parce que les impacts du changement climatique que nous allons subir ne dépendent évidemment pas des émissions qui sont produites à un moment et à un endroit donné. Nous dépendons des émissions des autres, nous dépendons des émissions du passé, et donc il faut à la fois éviter ce qui serait ingérable, c'est la décarbonation, mais aussi gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable, c'est l'adaptation. Alors François Gemène, dans vos travaux, bien sûr, vous travaillez sur le climat, mais vous travaillez aussi plus particulièrement sur la migration climatique, en clair, les personnes qui quittent un territoire à cause du changement climatique. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe déjà ici en Europe ? Évidemment. Aujourd'hui, les impacts du changement climatique sont un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. On estime qu'à peu près chaque année, ce sont 25 millions de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques. La réalité, c'est qu'une partie des migrants dits économiques qui arrivent en Belgique ou en Europe, nous pourrions aussi les appeler migrants climatiques. Ce sont souvent des migrants qui ont quitté des régions rurales parce que l'agriculture ne leur permettait plus de disposer d'un revenu suffisant et qui ont été envoyés par leur famille, souvent en ville, dans l'espoir qu'ils génèrent des revenus complémentaires pour leur famille. Et puis, faute de trouver un travail à la ville, souvent ils sont devenus otages, parfois, de réseaux de passeurs et de trafiquants. Et c'est comme ça que certains finissent par se retrouver sur les côtes européennes, et comme ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre, on les classe comme migrants économiques, mais il faut bien réaliser que lorsque vos revenus dépendent de l'environnement, évidemment, les facteurs économiques et environnementaux de migration, c'est la même chose. Et puis, à côté des migrants qui arrivent d'autres régions vers l'Europe, il y a aussi évidemment une forme de redistribution géographique de la population européenne. Un Français sur 5 aujourd'hui estime qu'il devra changer de lieu d'habitation au cours des 10 prochaines années en raison des impacts du changement climatique. Alors le sondage n'a pas été réalisé en Belgique, mais on peut imaginer que la proportion serait relativement semblable. L'environnement a toujours déterminé les lieux où nous habitions, la distribution géographique de la population sur la planète. Nous sommes à l'aube d'un changement environnemental majeur qui, lui aussi, va sans doute induire une forme de redistribution géographique de la population. Tout à l'heure, vous insistiez sur le fait de ne pas opposer adaptation au changement climatique et lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, cette semaine, mercredi, il y a justement un rendez-vous important pour tout ce qui touche à la pollution et aux émissions de dioxyde de carbone. La Commission européenne doit présenter sa proposition de réforme du marché des émissions de carbone, le système ETS. Pour rappel, c'est ce système de quotas qui limite le volume de CO2 qu'on peut émettre dans l'air et qui permet d'échanger les quotas. Ceux qui polluent moins peuvent vendre le reste de leurs quotas à ceux qui polluent le plus. Donc ce système doit être entièrement revu. François, dites-nous, qu'est-ce qui n'allait pas dans le système actuel ? Il y avait trop de quotas gratuits sur le marché. Et le problème, quand vous avez trop d'unités gratuites sur un marché, c'est qu'évidemment, ça fait baisser le prix. Et donc, en quelque sorte, ça récompensait les pays qui décarbonaient le plus lentement. L'autre problème, c'est qu'il y avait aussi des secteurs industriels qui n'étaient pas inclus sur ce marché, notamment le secteur des bâtiments, des transports et la petite industrie. Et donc, l'idée, c'est effectivement à la fois d'élargir ce marché européen des permis d'émission et de supprimer progressivement les quotas gratuits qui étaient alloués aux entreprises les plus récalcitrantes, celles qui traînaient un peu la patte. Et est-ce qu'on sait déjà plus ou moins ce que la Commission va proposer ? Parce qu'on imagine bien que tous les États membres n'ont pas les mêmes positions quand même.
Alors, le problème, c'est qu'il y a une grande bataille entre États membres, entre ceux qui sont très avancés en matière de décarbonation, notamment l'Espagne, le Portugal ou les pays scandinaves qui voudraient aller plus loin, qui voudraient qu'on supprime plus rapidement les quotas gratuits, qui voudraient étendre le marché à d'autres secteurs. Et de l'autre côté, il y a des États qui freinent des quatre fers, notamment emmenés par l'Italie, mais suivis par l'Allemagne, qui estiment que ce système est trop défavorable pour les industries, trop pénalisant pour l'industrie lourde en particulier, et qui réclament carrément la suspension de ce système. Donc la Commission européenne, comme souvent, j'imagine, devra trouver un compromis aussi acceptable que possible pour ces deux camps aux visions assez antinomiques. Vous, à titre personnel, vous avez déjà dit plusieurs fois que vous êtes favorable à ce système de quotas de pollution. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est évidemment pas la panacée universelle, mais c'est un élément essentiel de la stratégie du Green Deal européen qui permet effectivement aux entreprises de décarboner à leur rythme et qui leur permet surtout de décarboner au meilleur prix, puisque en gros, une entreprise a le choix entre réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou acheter des quotas si les émissions sont trop chères pour le moment où elle entend le faire. Donc c'est un système qui permet quelque part une forme d'efficience économique. Comme je disais, c'est pas la panacée, c'est notamment pas un système qui, à mon sens, doit s'opposer à une taxe carbone, notamment la taxe carbone aux frontières européennes, mais c'est un élément essentiel du Green Deal, et donc si on revient dessus, ça serait un élément supplémentaire de détricotage de ce Green Deal, qui est vraiment la pierre angulaire de la transition énergétique et climatique au niveau européen. Pour rester encore un petit peu sur ce thème du climat et des transitions, globalement, la plupart des gens aujourd'hui, quand on en parle avec eux, sont plutôt un peu pessimistes. Vous, il y a quelques jours, vous disiez encore publiquement que vous pensez qu'on peut toujours décarboner l'économie mondiale d'ici 2050, donc dans 25 ans, enfin 24 ans. C'est plutôt une prise de position optimiste. Alors comment on fait ? Je pense que nous avons trop souvent tendance à ne regarder que les tendances de court terme, ou à regarder des micro-phénomènes comme ce qui se passe aux États-Unis ou certains reculs politiques au niveau européen. La tendance de fond qui est emmenée par la Chine, c'est que l'économie du 21e siècle serait une économie beaucoup moins carbonée, beaucoup plus circulaire. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans le monde, dans la transition climatique et énergétique, il y a 2 euros qui sont investis en Chine. En 2025, la hausse de la consommation mondiale d'électricité a été entièrement absorbée par les énergies bas carbone, énergie solaire en tête. D'ici 2033, c'est-à-dire d'ici moins de 7 ans maintenant, on estime que la principale source de production d'électricité dans le monde, ce sera l'énergie solaire. Ça, ce sont des méga tendances structurelles. Et c'est là, évidemment, que se situe tout l'enjeu industriel européen. C'est de se dire, est-ce que nous serons prêts lorsque le train de cette économie décarbonée arrivera en gare d'Europe? C'est toute la question. Et c'est pour ça que nous devons absolument voir la question de la transition énergétique et climatique, non pas comme un fardeau qui pèserait sur les épaules des entreprises, mais comme un levier essentiel de compétitivité dans ce siècle, dans ce 21e siècle, qui sera le siècle de l'électricité. Alors on va maintenant complètement changer de sujet parce que de façon plus globale, c'est aussi le retour de l'incertitude cette semaine. Incertitude dans le détroit d'Ormuz et incertitude donc sur les marchés du gaz et du pétrole. Tout le week-end, les deux camps ont échangé des frappes de missiles. La République islamique affirme que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé. Bref, la trêve aura duré 3 semaines à peine. François Gemène, est-ce que les négociations ont une chance de reprendre ? J'ai envie de dire, ça n'a aucune importance. En réalité, je pense qu'une conséquence de long terme de cette crise que nous n'avons pas vue, c'est que l'Iran a nationalisé le détroit d'Ormuz et que dès lors qu'il y aura le moindre problème, l'Iran va continuer à fermer et à rouvrir le détroit quand ça lui chantera. Ça veut dire que nous serons extraordinairement dépendants de la fluctuation des prix du pétrole et du gaz. Et donc, ça veut dire que notre dépendance aux énergies fossiles, c'est non seulement quelque chose qui va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'ils vont voir le prix du litre à la pompe à essence, parce qu'ils vont voir leur facture de gaz et aussi d'alimentation, c'est quelque chose qui va peser évidemment sur la compétitivité des entreprises, parce qu'elles ne vont pas maîtriser leurs coûts énergétiques. Et cette dépendance, c'est aussi un extraordinaire talon d'Achille géopolitique. Et donc, ça veut dire que les arguments qui avaient justifié ces derniers mois qu'on appuie un peu sur la pédale de frein en ce qui concerne la transition énergétique en Europe, devraient être, à mon sens, les mêmes arguments qui devraient nous faire accélérer aujourd'hui. On a cru qu'on faisait la transition énergétique pour le climat. En réalité, nous avons la faire aussi pour la compétitivité, le pouvoir d'achat
et la souveraineté. Dans le reste de l'actualité cette semaine, retenez cette réunion des alliés de l'Ukraine aujourd'hui à Paris. Ils doivent discuter d'un système de défense antimissile européen. En gros, dans les mots de Volodymyr Zelensky, comme le Patriot américain, mais produit en masse et moins cher. Chez nous, les députés vont boucler leurs travaux avant les congés. Les dernières lois et décrets à voter avant une pause jusqu'à la 2e semaine de septembre. Et puis vendredi, on connaîtra les chiffres définitifs de l'inflation en juin dans la zone euro. La première estimation donnait une inflation en baisse par rapport au mois de mai. À voir comment évoluera donc cette version consolidée. C'est la fin de ce brief. François Gemène, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à vous toutes et tous qui nous écoutez tous les jours. Demain et tout le reste de la semaine, vous retrouverez Laurent au micro. Moi, je vous souhaite une bonne journée et déjà une bonne semaine. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.